Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce lundi 8 avril. Voici les titres de ce journal. En Libye, les affrontements autour de la capitale Tripoli préoccupent la communauté internationale. Les troupes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, poursuivent leur offensive sur les forces gouvernementales. Il y a déjà de nombreuses victimes. En Italie, Matteo Salvini veut rassembler les partis nationalistes en vue des élections européennes de mai prochain. Mais pour ce faire, les différentes formations souverainistes devront surmonter leurs divergences au-delà d'un socle commun autour de la lutte contre l'immigration et de l'euroscepticisme. En France, c'est l'heure de la conclusion du grand débat national. Après 3 mois de consultation, des dizaines de milliers de doléances exprimées. Quelle va être la réponse du gouvernement? Le Premier ministre a déjà dit vouloir répondre à l'exaspération fiscale. Enfin, une exposition à la fin de ce journal avec pour thème l'amitié franco-allemande. Des toiles de Picasso, Chagall, Kandinsky ou Richter ont quitté le centre Pompidou à Paris pour Baden-Baden. L'exposition a été baptisée Ensemble. Bienvenue, la situation est donc toujours explosive en Libye où une offensive lancée sur la capitale Tripoli a fait ces derniers jours des dizaines de morts. L'offensive est menée par les forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Face à lui, les forces du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Les Nations Unies ont lancé un appel à la trêve, appel ignoré jusqu'à présent. On fait le point sur la situation. Les combats continuent en Libye entre l'ANL, les forces paramilitaires du maréchal Haftar et le gouvernement d'union nationale. Ce dimanche, l'ANL a mené son premier raid aérien. Les affrontements se sont principalement tenus à Wadi Rabi, au sud de Tripoli, et vers l'aéroport international, inutilisé depuis sa destruction il y a 5 ans. Selon le gouvernement d'union nationale, au moins 32 personnes auraient été tuées et 50 autres blessés. Les membres des forces armées libyennes assurent leurs dirigeants et tous les Libyens qu'ils sont prêts, capables et déterminés à protéger leur capitale et toutes les villes bien-aimées de Libye. Ancien allié de Mouammar Kadhafi, le maréchal Haftar est soutenu par l'Égypte et les Émirats arabes unis. Malgré les appels lancés par les Nations unies pour stopper les combats, les hostilités continuent. Une offensive qui n'arrive pas par hasard. En effet, un sommet des Nations Unies est prévu de longue date en vue d'intervenir pour mettre fin au conflit libyen et convenir d'un processus de paix. 8 ans après le soulèvement de Benghazi dans le sillage du printemps arabe, c'est un nouveau palier franchi par les deux camps armés. Depuis la mort du dictateur en 2011, le pays est scindé en deux et déchiré par les conflits internes. Ces combats semblent donc effacer peu à peu tout espoir d'une éventuelle paix. En Italie à présent, Matteo Salvini a lancé aujourd'hui à Milan un appel à une union de tous les partis nationalistes en vue des élections européennes du mois prochain. Il avait rencontré en fin de semaine à Paris Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Mais pour se rassembler, les différentes formations populistes du continent devront surmonter leurs divergences. Il y a la posture de l'extrême droite et puis il y a la réalité de la politique européenne. Former une alliance pourrait s'avérer beaucoup plus difficile pour les partis populistes. Leurs intérêts peuvent se révéler profondément divergents et les fortes personnalités de leurs dirigeants risquent d'entraver la réalisation de compromis. Si l'immigration semble rapprocher ces formations, de nombreux dossiers les opposent. Sur le budget, par exemple, c'est un point fondamental car les partis issus des États contributeurs nets ont des opinions différentes comparées aux autres sur la taille du budget européen. Sur les questions commerciales aussi, qui sont liées à la géopolitique. Dans cette optique, on voit des formations plus libertaires dans leurs attitudes, plus favorables au libre-échange, alors que d'autres formations sont protectionnistes, comme le parti de Marine Le Pen. Le Brexit fait lui aussi évoluer le discours et l'analyse politique de l'extrême droite européenne. De nombreuses formations ont par le passé plaidé pour une sortie de l'Union, mais les difficultés concernant le retrait du Royaume-Uni font infléchir les programmes populistes. Nous avons observé une évolution depuis 2016 dans la façon dont les partis évoquent une sortie de l'Union européenne. Ils sont passés en quelque sorte d'une posture anti-Union à un scepticisme concernant l'adhésion à la zone euro et jusqu'à modérer leur discours.
Maintenant, ils parlent d'une Europe de nations souveraines. Ils se sont aperçus qu'il existe une identité européenne importante pour un grand nombre d'électeurs. L'influence des populistes dans les institutions dépendra de leur capacité à former un groupe au Parlement européen. En France, après les consultations, place à la restitution du grand débat national qu'avait lancé Emmanuel Macron en pleine crise des Gilets jaunes. Pendant près de 3 mois, les Français ont pu exprimer leurs préoccupations. Ils attendent désormais des mesures concrètes, des solutions à leurs problèmes de la vie quotidienne. Le Premier ministre Édouard Philippe a pris la parole et il a commencé à répondre à l'une des colères principales des Français, le poids de la fiscalité. Olivier Peggy. En France, c'est l'heure de la conclusion pour le grand débat national. Lancée début janvier, cette consultation était censée redonner la parole aux Français face à la crise des Gilets jaunes. D'après les chiffres officiels, plus d'1,5 million de personnes ont apporté leur contribution, soit via les cahiers de doléances dans les mairies, soit via un site internet, soit lors de réunions locales. Alors, qu'est-ce qui émerge de toutes ces contributions ? Quelques grandes tendances ont été présentées ce lundi à Paris. Parmi les préoccupations des Français, la pression fiscale. Oui, absolument. Un sentiment de ras-le-bol fiscal qui est corroboré par les participants qui ont répondu au questionnaire consacré à la fiscalité. C'est celui pour lequel nous avons enregistré le plus grand nombre de répondants uniques, plus de 400 000 personnes. Le Premier ministre, présent à cette restitution, a dit entendre ce ras-le-bol fiscal. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts. Les mesures concrètes qui découleront de ce grand débat seront annoncées dans les prochaines semaines par le président lui-même, Emmanuel Macron, qui a mouillé la chemise lors de réunions marathon aux 4 coins de la France. Avant même de connaître les conclusions de cette consultation, l'opposition a dénoncé ce qu'elle appelle un grand blabla. Alors pour parler du grand débat national en France, nous retrouvons Thomas Vitiello du cabinet d'études d'opinion ELAB. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre institut a plusieurs fois sondé les Français durant ce grand débat dans lequel Emmanuel Macron s'est beaucoup investi. On sait que l'opposition a parlé de grand oral, de grand blabla présidentiel. Qu'en ont pensé globalement les Français ? Eh bien, écoutez, à ce stade, les Français sont majoritairement indécis ou alors ont un avis partagé. Ils ne savent pas encore si le grand débat est plutôt un échec ou plutôt un succès pour le président et pour la majorité gouvernementale. On leur a posé la question et un tiers d'entre eux nous ont dit qu'il était trop tôt pour se prononcer. Et un tiers qui disent pour l'instant, à ce stade, ce n'était ni un échec ni un succès. Donc on voit qu'on arrive à 2 tiers des Français qui sont vraiment indécis à ce stade. Alors est-ce que ce grand débat est, d'après les sondages que vous avez pu mener, de nature à apaiser les colères? Qu'attendent concrètement les Français désormais du président et du gouvernement? Alors les Français s'attendent à que les annonces qui vont être mises en avant répondent à la crise sociale. La moitié des Français mettent vraiment le sujet de la crise sociale en avant. Mais tout de même, ils sont assez sceptiques sur le fait que le grand débat et les annonces qui vont venir seraient de nature à apaiser la crise politique que traverse le pays. Au début du grand débat, enfin au milieu du grand débat, début mars, on leur avait posé la question s'ils pensaient justement que le grand débat allait apaiser la crise politique et que 70% nous disaient non. On a reposé cette question il y a une semaine et maintenant ils sont 80% à nous dire que non, le grand débat n'est pas de nature à faire sortir le pays de la crise politique qu'il traverse. Donc un très fort scepticisme qui traverse nos concitoyens. Merci beaucoup Thomas Vitiello. Je rappelle que vous êtes membre du cabinet d'études d'opinion ELAB, auteur de plusieurs sondages sur le grand débat en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Japon, le constructeur Nissan a mis un terme à l'ère Carlos Ghosn. Après 20 ans de règne, l'ex-PDG a été révoqué par les actionnaires, poursuivi par la justice japonaise pour des soupçons de malversation financière. Carlos Ghosn dort toujours en prison. Les actionnaires de Nissan ont définitivement tourné la page Carlos Ghosn. Réunis ce lundi à Tokyo, ils ont voté la révocation de son mandat d'administrateur. C'était lors d'une assemblée générale extraordinaire. À l'ouverture de cette réunion, le directeur exécutif de Nissan a exprimé ses regrets. La situation actuelle est extrêmement regrettable, a-t-il constaté, et je voudrais m'excuser encore une fois auprès de tous les actionnaires présents.
Présent à cette Assemblée générale extraordinaire, le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, devenu officiellement membre du conseil d'administration de Nissan. Il a promis d'œuvrer au mieux dans le cadre de l'alliance Nissan-Renault, saluant pour le groupe l'entrée dans une nouvelle ère. Carlos Ghosn a été une nouvelle fois interpellé et placé en détention il y a quelques jours. Il est soupçonné de détournement de fonds de Nissan. Dans une interview radio, Carole, son épouse, a clamé l'innocence de son mari. Je ne veux pas que mon mari soit au-dessus des lois, mais qu'il soit jugé de façon équitable. Je sais qu'il est innocent et je demande qu'on lui laisse la présomption d'innocence comme à tout citoyen français. Et la France doit faire quelque chose. L'épouse de Carlos Ghosn a quitté précipitamment le Japon. D'après les médias locaux, les procureurs chargés de l'enquête auraient voulu l'interroger. Elle ne leur en a pas laissé la possibilité. Les Israéliens s'apprêtent à se rendre aux urnes demain pour les élections législatives. Le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, est au coude à coude dans les sondages avec l'ex-chef d'état-major Benny Gantz. Avant le scrutin, Benyamin Netanyahou a essayé de rassembler, quitte à formuler des propositions choc. Il a promis qu'en cas de victoire, il annexerait des colonies israéliennes de Cisjordanie. Raphaël Vivant. L'un espère briguer un 5e mandat, l'autre souhaite créer la surprise. Benyamin Netanyahou et Benny Gantz sont au coude à coude dans les derniers sondages, alors que 6 millions d'Israéliens s'apprêtent à voter mardi lors des élections législatives. Avec sa formation centriste bleu-blanc, l'ancien chef de l'état-major Benny Gantz se présente comme une alternative positive face à la politique divisante de Netanyahou. Il promet également de lutter contre la corruption, alors que le Premier ministre est empêtré dans 3 affaires de ce type. Malgré ces difficultés, la formation de Benyamin Netanyahou, le Likoud, a des chances de remporter les élections. Le Premier ministre bénéficie d'une image d'homme fort. Dernièrement, il a également annoncé qu'il serait prêt à annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie s'il était réélu, ce qui pourrait séduire les électeurs d'extrême droite. Pour l'analyste Mokemar Abou Seda, le résultat de l'élection aura peu d'impact sur les relations israélo-palestiniennes. Que ce soit la droite de Benyamin Netanyahou ou bien Benny Gantz qui l'emporte, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de solution apportée au conflit israélo-palestinien. Netanyahou veut renforcer la colonisation et Benny Gantz n'a pas de réelle vision pour mettre fin à l'occupation israélienne et aux colonies. Benyamin Netanyahou peut également compter sur des soutiens de poids à l'international. Le président américain Donald Trump tout d'abord, qui a pris ces derniers mois plusieurs décisions symboliques, comme le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, ou encore le président russe Vladimir Poutine. Après l'annonce des résultats officiels mercredi, le parti arrivé en tête sera chargé de constituer un nouveau gouvernement. Dans l'actualité également, les manifestations anti-gouvernementales se poursuivent au Soudan. Cela fait plus de 3 mois désormais que des milliers de personnes, dont une majorité de jeunes, réclament la chute du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. Des manifestants qui n'hésitent pas à braver la répression du régime. Annelise Fantino. Au Soudan, les armes ont à nouveau parlé pour museler la contestation qui a soulevé Khartoum et d'autres villes du pays tout au long de ce week-end. Plus de 10 000 manifestants se sont réunis devant le quartier général de l'armée pour tenter de rallier les troupes à leur cause, demander le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 3 décennies et l'instauration d'une période de transition. Le bilan s'élève à au moins 7 morts, 6 dans la capitale soudanaise et 1 dans l'état du Darfour. Mais au cours de ces derniers mois, la répression aurait fait une 60aine de victimes, selon l'organisation Physicians for Human Rights. D'après le ministère de l'Intérieur, près de 2500 personnes ont été arrêtées en marge des rassemblements qui se poursuivaient ce lundi. Allez, comme souvent, on termine ce journal par une exposition sur le thème, cette fois, de l'amitié franco-allemande. Des toiles de maîtres ont quitté Paris pour Baden-Baden. Stéphanie Morbois nous en dit plus. Des toiles de Chagall ou Picasso face à celles de Bas Liszt ou Richter. Certaines œuvres, habituellement exposées au Centre Pompidou à Paris, ont voyagé jusqu'à Baden-Baden en Allemagne pour l'exposition Ensemble. Elle propose aux visiteurs de contempler des œuvres des 2 pays. Un projet unique pour fêter le 15e anniversaire du musée Frieder Burda,
du nom du collectionneur allemand familier du Centre Pompidou. Certaines toiles ont été restaurées, elles se sont faites belles pour nous. Certains restaurateurs ne les avaient pas vues ici depuis longtemps et je pense que nous avons une juxtaposition qui n'a pas été vue dans les musées européens depuis 20 ou 30 ans. Cette idée de communauté artistique, de fraternité artistique qui dépasse les frontières, les intérêts politiques, je crois qu'elle est très forte. Car le message de l'exposition est bien de dire que l'amitié franco-allemande vit aussi à travers l'art. Une exposition à découvrir jusqu'au 29 septembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à bientôt.